Bienvenue sur la philosophie de combat, 6e vidéo, toujours sur le thème des idées. Dans la première partie de cette vidéo, on va se demander d'où est-ce que viennent les théories. Comme j'ai dit avant, les idées viennent de vocabulaire de la vue, et les théories, ça vient de sciences de la contemplation. Alors on pense évidemment la contemplation au sens large, c'est-à-dire qu'on peut contempler le monde avec ses oreilles, tout simplement en écoutant les bruits de la nature ou les bruits d'un instrument de musique. C'est une façon de contempler. Mais plus généralement, ça revient toujours au vocabulaire de la vue, comme idéin revient à l'idée de voir. Et si vous voulez, on a plus ou moins une bonne capacité de perception de la nature ou du réel, et avec cette perception, on va avoir des idées dans notre esprit. Et ces idées dans notre esprit, on va essayer de les relier avec ce qui s'appelle la logique, et on va essayer de tisser des liens entre ces différentes idées qu'on a dans l'esprit. Et en proposant après une théorie, on propose un ensemble de relations entre ces idées qui va nous permettre de voir le monde d'une certaine façon. Alors on peut soit proposer ça dans un système, c'est-à-dire qu'on essaye de proposer une théorie qui va comprendre absolument tout ce qui existe dans le monde, ou on va faire des théories sur des points particuliers, que ce soit l'économie ou certaines sciences. L'intérêt d'une théorie, c'est que ça permet, c'est a priori cohérent, c'est-à-dire que si vous testez l'épistémologie d'une théorie, vous verrez que c'est suffisamment solide pour effectivement avoir un impact réel dans le monde réel. Malheureusement, il existe aussi beaucoup de théories qui viennent d'une mauvaise perception des choses. Suite à ça, on fait un travail dessus avec une mauvaise logique et à la fin, ça nous donne une théorie qui n'est pas fonctionnelle. Voilà. Par exemple, posez-vous la question et demandez-vous d'où est-ce que peut venir l'agriculture, par exemple. Eh bien, pour arriver à l'agriculture qui n'était pas donnée dans la nature, il a fallu, si vous voulez, avoir un travail intellectuel et théoriser la possibilité pour l'homme de faire de l'agriculture. Alors, on n'avait pas les mots théorie à l'époque, mais si vous voulez, la construction intellectuelle est sûrement la même qu'aujourd'hui. Seulement, on pensait les choses un peu différemment. Alors je pense que tout simplement l'agriculture ça vient du fait que les hommes ont remarqué plusieurs choses. Déjà que le monde était cyclique, euh, c'est-à-dire qu'il y avait des saisons et les saisons se répétaient. Il y avait différentes saisons et dans certains endroits il y avait qu'une seule type de saison, mais l'homme a dû remarquer qu'à un moment donné le temps passe et que certaines choses reviennent. C'est-à-dire que pendant l'hiver les arbres ont perdu leurs feuilles, ils sont pas morts, ils sont juste, on va dire, en gros ils hibernent en attendant l'été. Enfin, pas tous les arbres, mais certains arbres, ils attendent l'été pour pouvoir ressortir leurs feuilles et leurs fruits, etc. Et eux, on va dire que leur façon de se reproduire, c'est d'attendre le meilleur moment, c'est-à-dire l'été, de faire tomber les fruits à côté d'eux, et ces fruits vont germer, créer un autre arbre, etc. Et l'homme a dû remarquer déjà que certains arbres étaient euh, créer des fruits comestibles, certains légumes étaient comestibles, et que aussi il a sans doute dû remarquer que, sans pouvoir le théoriser, que les arbres fruitiers poussaient les uns à côté des autres. Donc, si vous voulez, l'homme a dû remarquer que ce qui le nourrissait le mieux, eh bien souvent ça arrivait par bouquet, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un seul arbre fruitier, on en a plusieurs. Simplement parce que le schéma de reproduction de l'arbre, c'est de faire tomber les fruits, etc. Il y a une graine à l'intérieur qui va faire pousser un autre arbre. Donc, si vous voulez, l'être humain a dû à un moment donné se rendre compte que, comme les arbres fruitiers poussaient les uns à côté des autres, il y avait quelque chose, on va pas dire un schéma, mais il avait une raison pour ça. Ça pouvait s'expliquer, ça pouvait se comprendre. C'était pas magique. Et donc, à un moment donné, il a dû comprendre, je sais pas, à force, au fur et à mesure que les saisons passent, l'être humain a dû sans doute essayer pas de planter ses graines, mais en les jetant à certains endroits, il a dû se rendre compte que à ces endroits-là, des arbres poussaient. Ils poussaient pas vite, mais ils poussaient au bout d'un certain nombre d'années. Bon, pour certains légumes, on peut en faire pousser plusieurs par saison, ce genre de choses. Et donc, quand il a dans son esprit, si vous voulez, ajouter plusieurs idées, qui étaient l'idée de la saisonnalité, du fait que ça soit cyclique, c'est-à-dire que ça revienne, le fait que certains arbres sont comestibles, le fait que ces arbres poussent les uns à côté des autres, et donc il y a un schéma de reproduction, et donc qu'on peut, si vous voulez, le maîtriser à un moment donné. Quand vous mettez tout ça en phase, euh, vous arrivez à l'idée de germination, c'est-à-dire que les graines poussent, et puis surtout vous arrivez à l'idée que vous pouvez maîtriser ce phénomène qui s'appelle la germination et faire pousser un peu ces arbres fruitiers là où vous le désirez. Et si vous maîtrisez suffisamment
ces saisons qui se répètent, vous pouvez en plus non seulement les faire pousser là où vous voulez, mais toujours revenir à cet endroit à une période de l'année où les arbres ont fleuri et ont créé des fruits. Et bien à ce moment-là, quand vous avez additionné toutes ces idées qui étaient dans votre esprit, vous avez, sans le savoir que vous le théorisiez, vous avez créé un espace mental dans lequel on peut imaginer qu'on contrôle ou qu'on peut maîtriser une partie de la nature. Et tout ça, on va appeler ça la théorie. C'est-à-dire construit de plusieurs idées, on va arriver à une théorie. Alors ce que je vous propose là, ça porte un nom, ça s'appelle des raisonnements inductifs, ou ça s'appelle aussi l'empirisme. C'est-à-dire qu'on part de l'expérience pour arriver à la théorie. Alors, les raisonnements inductifs, c'est qu'on fait plusieurs expériences, on se transmet de génération en génération ces expériences, ces connaissances, on remarque aussi des faits dans la nature, c'est de là d'où nous viennent ces expériences, et en remarquant tout ça, on se le transmet jusqu'à un moment donné où où on maîtrise suffisamment le processus pour que quelqu'un puisse le théoriser, c'est-à-dire dire, bah, voilà pourquoi ou comment on fait-on pour créer ou faire, pas créer l'agriculture, mais pour, euh, pour maîtriser le processus de reproduction des arbres, et on va appeler ça, ou des plantes en général, et qu'on va appeler ça une théorie. Eh bien, quand on a fait ce raisonnement inductif, on arrive à sa théorie, on est bien parti du réel pour arriver à la théorie. Il y a un autre mouvement qu'on peut faire, parce qu'une fois mettons, qu'on a maîtrisé le processus de reproduction du pommier, et qu'on a créé, pas la théorie de l'agriculture, mais qu'on a créé ce concept d'agriculture qui rassemble un certain nombre d'idées, on va faire avec ce rassemblement d'idées qu'on va appeler l'agriculture, on va essayer de voir si on peut pas utiliser cette théorie pour d'autres arbres, les cerisiers, ce genre de choses. Et quand on fait ça, on fait ce qu'on appelle des raisonnements déductifs, c'est-à-dire qu'on est parti de notre théorie et qu'on a essayé de voir si cette théorie ne pouvait pas s'appliquer à d'autres phénomènes du réel. C'est-à-dire qu'on a fait un chemin qui était de partir du réel pour arriver à la théorisation, et après, on repart de la théorisation pour arriver dans les faits réels. Donc d'un sens, c'est les raisonnements inductifs ou l'empirisme, et de l'autre, ce sont les raisonnements déductifs, ce qu'on a appelé aussi l'idéalisme, c'est-à-dire enfin, l'idéalisme étant vraiment une version un peu poussée de ça, c'est-à-dire qu'on va toujours partir de la théorie pour essayer de voir si on peut pas changer le monde. Bon, ça c'est une autre idée. Mais il faut savoir que les raisonnements inductifs et les raisonnements déductifs ont une même valeur épistémologique, et mais il faut évidemment, il y a une erreur qui est à faire, c'est-à-dire de partir d'un mauvais raisonnement inductif pour créer une mauvaise théorie, pour après repartir de cette mauvaise théorie pour proposer d'autres euh, réalités scientifiques ou d'autres théories qui seront elles-mêmes fausses. D'où l'idée d'épistémologie que j'ai pu vous dire dans ma deuxième vidéo, l'idée que il faut toujours vérifier les fondements de la science ou des théories qu'on utilise, tout simplement parce que si on part d'une mauvaise théorie, on ne peut que arriver à des mauvais raisonnements. Et à ce moment-là, toute notre construction intellectuelle s'effondre parce qu'on s'est fait confiance à une construction intellectuelle au départ qui était fausse, après tout le reste est faux. C'est pour ça qu'il faut un peu d'épistémologie. Quand on est dans cet espace mental de la théorie, comme j'ai pu le dire avant, on va utiliser des idées théoriques au bout d'un moment. C'est-à-dire que euh, on va ne plus parler du pommier ou de la théorie, on va dire de la façon dont on peut cultiver le pommier. On va parler de l'arbre ou des plantes. On va essayer de revenir sur des termes un peu plus génériques. Comme j'ai pu l'expliquer avant, on pense pas à un pommier qui est coupé en deux, on pense évidemment à un pommier qui produit des fruits, et comme j'ai pu le dire aussi, on va penser même pas à un pommier, on va penser à l'arbre fruitier en général. Et à partir de cette théorie, on va dire, de l'arbre fruitier, on va essayer de voir d'autres théories sur d'autres arbres fruitiers, voir si ça marche aussi. Donc on va passer d'une théorie à une théorie. Et le problème quand on fait ça, ou là, ce qui est bien et ce qui est pas bien en même temps, c'est qu'on va utiliser des idées pures et théoriques. L'idée pure de l'arbre fruitier, par exemple. Alors les idées pures. Quand on travaille sur un sujet depuis de nombreuses années, on remarque, ou on voit, ou on contemple, voilà, des liens entre les faits que l'on étudie. Et on essaye de donner une cohérence logique pour expliquer a priori le monde. Donc, a priori, c'est très important, hein, c'est vraiment quelque chose de très important en philosophie. On essaye toujours d'avoir des connaissances a priori qui, quand on va aborder le réel, seront effectivement fonctionnelles. D'où encore l'idée d'épistémologie. C'est-à-dire que la théorie permet de donner une interprétation réelle basée sur des recherches qui va nous donner des solutions d'interprétation a priori. Je reviens sur ça.
Pourquoi est-ce que on cherche a priori? C'est parce que quand on a une théorie, comme j'ai pu le dire, il faut qu'absolument qu'elle soit juste. Et la meilleure façon d'avoir une théorie juste, c'est évidemment d'utiliser des mathématiques. Parce que commencer, démarrer une science sur des fondamentaux qui sont faux, eh bien, c'est juste après répéter l'erreur indéfiniment. Et donc, il faut absolument avoir des connaissances a priori. C'était le grand travail d'Emmanuel Kant d'essayer de nous expliquer ça. Parce que après, quand on est dans le monde des idées pures, et que si on a des billes dans ces théories, on va raisonner sur des idées pures qui sont fausses, et on va proposer des théories qui sont fausses, elles aussi. De toute façon, il faut savoir que les idées pures ne sont pas fausses, elles sont juste dans un espace mental qui nous permet de mieux réfléchir. Elles sont dans un espace que l'on maîtrise, que l'on contrôle, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Enfin, qui n'a a priori, qui représente la réalité, mais c'est vrai que quand on a son esprit, on contrôle tout, on n'est pas dans le réel. Et comme j'ai pu le dire quand je parlais d'ontologie, eh bien sachez que de toute façon les idées sont soumises au temps, et donc les idées étant soumises au temps, les théories qui sont composées par ces idées sont elles-mêmes soumises au temps, et donc si vous voulez, à un moment donné vous êtes cohérent avec votre théorie ou votre vision du monde, et au fur et à mesure du temps passant, au fur et à mesure que vos idées changent et ce genre de choses, eh bien la théorie dans la façon dont vous vivez votre vie ou dont vous réfléchissez sur les sciences, elle aussi doit évoluer en fonction de ces idées. Ça sert à rien de s'accrocher à une théorie tout simplement parce que c'est quelqu'un d'important qui a vécu il y a 200 ans qui l'a dit. Il faut absolument toujours repenser et re-réfléchir parce que tout simplement les idées sont des êtres qui sont aussi soumis au temps. Donc il est toujours nécessaire de repenser continuellement, et je me répète, mais il ne faut pas poser son jugement. Maintenant, je vais vous proposer une théorie qui était sans doute plus poétique que politique, mais qui a le mérite d'avoir chamboulé tout le XXe siècle. Marx est l'idée pure de la révolution prolétarienne. Donc Marx et Hegel étudient la dialectique, et Marx est un disciple de Hegel. Hegel, c'est un philosophe allemand qui a étudié la dialectique, et en fait, ce qu'ils essaient de réfléchir ou de mettre en lumière, c'est comment est-ce que l'être humain progresse au niveau de ses conceptions, au niveau de ses idées. Alors c'est très simple à comprendre. Comment est-ce que l'être humain progresse? Et ils ont réfléchi à partir de la dialectique. Ils se sont dit, bah, c'est simple, quand vous avez un peu de rouge et un peu de bleu, ça vous donne du violet. Et voilà comment l'être humain progresse au niveau de ses idées. Puis après, vous reprenez cette idée, vous reprenez le violet, vous mettez un peu de blanc avec, ça vous fait du rose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque fois, à partir de 2 idées, et à partir même de 3 idées, le rouge, le bleu et le blanc, on a créé du violet et du rose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, bon là c'est un exemple simple, bon je peux pas aller très loin avec cet exemple puisque évidemment le nombre de couleurs sont limités, mais au niveau de l'esprit humain, au niveau de l'histoire et au niveau des concepts qu'on peut inventer pour réfléchir sur le monde, ce cheminement-là n'a pas de fin. Si vous voulez, on est encore en train aujourd'hui, dans l'époque actuelle, de réfléchir comme ça. C'est comme ça que le monde avance. C'est en faisant s'entrechoquer 2 idées, on n'essaye pas d'en détruire une pour en imposer l'autre, on essaye de faire ce que Hegel appelait l'Aufhebung, c'est-à-dire tout en conservant l'opposition de base, on essaye d'avancer intellectuellement, on conserve mais on dépasse. C'est ça l'Aufhebung, et quand on a conservé et dépassé, on arrive à une nouvelle idée qui est un progrès par rapport aux 2 autres, puisque elle, tout en conservant ces 2 idées de base, on en a créé une troisième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça, c'est comme ça que l'être humain avance. Ce qui leur a fait dire une chose qu'on peut remettre en question, je pense, c'est que l'idée de progrès, tout simplement. C'est l'idée que l'être humain progresse. Alors progresse, va dire technologiquement, ça me paraît assez vrai, c'est assez vérifiable. Par contre, que l'être humain progresse moralement, ça pas du tout. Je pense pas que ça soit absolument vérifiable. Mais au 19e siècle, quand ils ont pensé ce genre de choses, ils ont ils sont partis sur cette idée-là que l'être humain pouvait progresser moralement, et que la société pouvait devenir belle, magnifique, extraordinaire, etc. Alors, Marx propose dans son Capital une thèse qui est la paupérisation. C'est pas une thèse, hein, c'est quelque chose qu'il remarque. Il faut savoir que Marx a vécu en Angleterre, et donc je pense que la paupérisation, il l'a vu de ses propres yeux. Alors paupérisation, c'est quoi? C'est de plus en plus de riches, de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, et des pauvres, de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que vous avez 2 extrêmes qui s'éloignent
des plus en plus riches, des plus en plus pauvres, et l'idée c'est qu'au bout d'un moment, l'antithèse à cette réalité, c'est la révolution, parce qu'au bout d'un moment, quand il y aura plus qu'une personne qui a toutes les richesses du monde, et 99,999 etc. de pourcentage, et tout le reste qui n'a rien du tout, eh bien ces gens-là, ils vont pas dire ok ça marche, c'est ok pour moi, ils vont se révolter face à cette exploitation, cette paupérisation, et en se révoltant contre cette exploitation, contre la paupérisation, ils vont créer la dictature du prolétariat, c'est-à-dire un monde, on va dire sans classe, dans lequel on partage tout, ça s'appelle le communisme. A priori, ça a l'air pas mal son idée quand même. A priori, malheureusement a priori, parce que a posteriori, ça n'a pas tout à fait donné les résultats qu'on voulait. Alors la dictature du prolétariat, c'est quoi? C'est que les prolétaires finalement, au final, aient le pouvoir. Euh, on aurait pu donner d'autres mots, hein. C'était pas forcément la dictature du prolétariat, ça aurait pu être la démocratie par le prolétariat, ou ça pourrait être d'autres choses, mais bon. Alors, il y a des choses qui sont vraies dans cette vision et qui permettent d'appuyer la thèse de Marx. C'est déjà qu'il y a deux classes, et les classes étaient vraiment très très visibles à l'époque, c'est savoir qu'on avait les prolétaires, ceux qui ne possèdent pas les moyens de production, et les bourgeois en gros, qui possèdent eux les moyens de production. Alors, dans les prolétaires, en gros, c'est ceux qui n'ont que la force de leurs bras pour travailler, et puis, ils ont une autre faculté, ces gens-là, c'est qu'ils sont aliénés. C'est-à-dire que ce qu'ils gagnent, l'argent qu'ils gagnent dans une journée de salaire, ils le dépensent pour pouvoir manger, se loger, s'habiller. Et en gros, le lendemain, ils retournent à l'usine pour revivre 15 heures de boulot, recevoir de l'argent à nouveau. Cet argent, ils vont le dépenser pour pouvoir manger et revenir le lendemain à l'usine. Mais dans l'histoire, ils ne gagnent jamais rien. Ils ne gagnent juste assez d'argent pour pouvoir revenir le lendemain se faire exploiter par le bourgeois. Donc on a le bourgeois qui possède les moyens de production, qui possède la politique, qui possède le pouvoir, qui possède l'armée, qui possède tout un tas de choses, et lui, son intérêt, c'est de maximiser ses bénéfices. Alors, quand on part de ces principes-là, et surtout qu'à l'époque, il faut vraiment se dire que la bourgeoisie, le prolétariat, c'était pas du bidon, ça se voyait vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des bourgeois, il y avait vraiment des enfants de 10 ans qui mouraient dans des usines. Enfin, tout ça existait vraiment. C'est-à-dire que à l'époque où Marx écrit le Capital, euh, l'époque méritait, si vous voulez, l'analyse de Marx. C'est-à-dire que Marx propose une analyse à une époque dans laquelle elle fonctionne. Alors dans la réalité, on peut se poser plusieurs questions, tout simplement parce que la dictature du prolétariat va se faire sur qui? C'est un peu problématique parce que si on arrive dans une situation où c'est la dictature du prolétariat sur le prolétariat, bah on n'a pas forcément gagné grand-chose. Surtout, on a un autre problème, quand on dit le communisme et on partage les moyens de production et les ressources ou les objets ou ce qu'on a réussi à produire, on partage ça, eh bien il y a un autre problème, c'est qui fait le partage, qui décide de quoi. Enfin, est-ce que la dictature est forcément un meilleur régime que les régimes faussement parlementaires ou les régimes plutôt plus ou moins oligarchiques du 19e siècle? Enfin, il n'y avait pas que Karl Marx qui avait la bonne vision des choses. C'est-à-dire que Karl Marx a appelé son socialisme scientifique, parce que soi-disant il était plus sérieux que les autres. Mais il y avait d'autres socialismes plus doux, qui cherchaient plutôt le compromis et qui ne cherchaient pas forcément à aller au clash. Je pense à Robert Owen, qui avait ouvert une usine dans laquelle il pratiquait un socialisme paternaliste, c'est-à-dire qu'il partageait un peu de ses ressources avec ses ouvriers, il a construit des écoles, des salles de danse, enfin il y avait tout un système dans son usine qui permettait à l'ouvrier de se sentir, euh, on va dire, confortable, protégé, voilà. Il y a aussi des socialismes comme le socialisme proudhonien, un peu plus anarchiste, mais tout aussi intéressant. Bref, il y a d'autres socialismes, il n'y avait pas que le socialisme scientifique de Marx, donc il n'y avait pas que cette vision-là du monde. Enfin, on pourrait tout simplement lui dire que qu'en est-il de la classe moyenne? Alors Marx m'a répondu que la classe moyenne est une classe de collaboration, très simple à comprendre. On prélève dans le prolétariat ceux qui sont le plus intelligents,
les plus intelligents, on leur donne un peu plus, et ils vont tout faire pour s'accrocher à ce un peu plus qu'on leur a donné, et de cette manière, ils vont se tenir tranquilles, et donc la classe moyenne est une classe de collaboration. Moi, je dirais tout simplement que c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. La classe moyenne, c'est quand même, si vous voulez, on va dire vivre dans une situation qui est quand même moins pire que celle qui était avant. C'est-à-dire que effectivement, quand les riches se mettent un petit peu à partager avec les prolétaires, ça donne une classe moyenne. Bah, c'est quand même mieux que le système d'avant où rien n'était partagé. Et c'est souvent, les choses ne se font pas sous la forme d'une révolution où on est dans le mal absolu et soudain le bien va triompher. Souvent, les choses dans l'être humain sont mieux faites quand elles sont faites de façon douce et délicate et avec le temps. Maintenant, à l'époque, c'est vrai peut-être que la dictature du prolétariat, ça sonnait bien à les oreilles de tout le monde, je sais pas. Aussi, on pourrait dire à Marx, et là, point essentiel, il utilise des idées pures. C'est dangereux parce que le prolétaire, le bourgeois, le machin, etc., tout ça, ce sont des idées pures du bourgeois. C'est-à-dire que ça ne prend pas en compte l'idée du bourgeois généreux ou l'idée enfin, un petit peu, mais ça prend pas en compte non plus l'idée du prolétaire qui lui est prolétaire tout simplement parce que c'est quelqu'un de profondément malhonnête, si vous voulez. Alors ce que Marx a appelé le long pain prolétariat, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc quand on manipule des idées pures, faire attention, il n'y a pas. Alors c'est vrai qu'un soldat ressemble à un autre quand on voit un régiment, un prolétaire dans une usine ressemble à un autre quand on voit des prolétaires aller à l'usine à l'époque, mais mais de dire qu'on peut dire le prolétaire et englober toute cette classe sociale dans cette réalité-là, c'est pas tout à fait vrai. C'est comme quand on dit pour le Moyen Âge on parle du tiers-état. C'est vrai, mais le tiers-état était composé d'énormément de personnes, notamment les fameux bourgeois qu'a critiqué Marx. Donc faire très attention quand on manipule des concepts, on croit qu'on détient des réalités, alors que dans son esprit, c'est vrai qu'on contrôle et on maîtrise ces réalités, mais dans le réel, on contrôle et on maîtrise pas grand-chose. Il y a beaucoup de prolétaires qui vivaient très bien dans ce régime-là. Il y en a aussi beaucoup on va dire, de bourgeois qui ne vivaient pas très bien tout ce qui se passait. C'était pas aussi manichéen que d'un côté les gentils et les méchants. Donc toujours éviter ça parce que ça nous emmène que sur des idées qui sont l'enfer des idées pures. C'est-à-dire que si vous vous mettez à penser, à ne raisonner qu'avec des idées pures, à un moment donné, vous allez arriver dans l'enfer des idées pures, c'est-à-dire que vous voulez, et ça c'est ce qu'il y a de pire dans le monde, vous voulez que le réel ressemble à ce que vous avez, la construction mentale que vous avez dans la tête. Vous avez une théorie sur comment devrait fonctionner la société, et vous faites tout. Et surtout, c'est encore pire quand vous avez le pouvoir politique, vous faites tout pour que la société ressemble à ce que vous avez dans votre esprit. Et ça s'appelle l'enfer des idées. Et ça arrive très souvent que des gens au pouvoir euh, sont au pouvoir parce qu'ils ont proposé une construction mentale que ça plaît à tout le monde, et que quand on essaie de la mettre en place, on se rend compte que tout le monde souffre beaucoup plus quand on essaye de se conformer à l'idéal qu'on a dans notre esprit, plutôt que de vivre et d'aimer le monde tel qu'il est. Donc voilà, attention aux idées pures, ça permet de réfléchir, mais maintenant, quand on s'imagine qu'on a la bonne réalité du monde parce qu'on a des idées pures dans la tête, et malheureusement, on fait tous souvent ça, surtout quand on découvre, pas la philosophie forcément, mais quand on découvre un certain nombre de réalités, soudainement, ça devient c'est un peu, on fait ça, comment dirais-je, quand vous êtes un peu ennuyé, lassé par la vie, vous êtes un peu démoralisé, et vous découvrez quelque chose de nouveau, et vous avez l'impression que cette chose nouvelle va vous sortir du train-train quotidien, vous avez tendance à idéaliser cette chose et à ne plus voir que l'idée pure de cette chose qui va vous amener le bonheur, alors que dans le réel, euh, on va dire, je vais devenir épicurien 5 minutes, mais la seule chose qui devrait vous rendre heureux, c'est le simple fait d'exister. C'est pas de trouver une nouvelle chose ou voilà. Donc attention aux idées pures parce que souvent elles nous aveuglent. Donc, quand on utilise des idées pures, il faut savoir qu'on utilise des idées pures. Il faut savoir aussi que quand on discute avec des gens et qu'on utilise des idées pures, il faut être absolument sûr qu'on discute avec des gens. Et ça, j'en parlerai après, mais c'est Aristote qui avait vu ça. La plupart des gens ne sont malheureusement pas capables de discuter. Et quand on discute avec des idées pures, faites bien attention. Est-ce que la personne qui est en face de moi se rend compte que j'utilise des idées pures? Parce que s'imagine que quand j'utilise des idées pures comme, je sais pas moi, la race, la nation,
la supériorité de je ne sais quoi, est-ce que j'utilise ça pour juste essayer de montrer une hiérarchisation dans mon esprit, ou est-ce que la personne va prendre ça pour argent comptant et va se dire effectivement dans la réalité il y a des races, il y a une hiérarchisation des races, il y a faire très attention. Et malheureusement souvent, et même aujourd'hui encore en politique, il suffit de voir la campagne américaine, on a tendance à utiliser beaucoup d'idées pures, et malheureusement, quand on reproche, je sais pas, aujourd'hui, par exemple, au président de la République française ou à président américain, on pouvait reprocher beaucoup de choses à notre ancien président pour des tas de raisons, est-ce qu'on se rendait compte qu'on utilisait des idées pures et que dans la réalité, notre ancien président ou le président actuel ont une marge de manœuvre qui est limitée. Alors on peut faire des idées pures parce que ça nous éblouit les yeux et on voit plus rien et on vit dans le monde des idées pures, on est tout content on pense qu'on a la bonne vérité, on contrôle et on maîtrise le réel, mais dans le réel, on se rend tout de suite compte, et surtout quand on a du pouvoir politique, que si on commence à trouver ces idées plus réelles que le réel, eh bien on court à la catastrophe. Et malheureusement, des gens avec beaucoup de pouvoir ont pu emmener des nations très loin dans la catastrophe. Voilà. Pensez, alors j'ai pu dire race, mais il y en a d'autres, hein, pensez à des grands concepts qu'on ait pu n'importe comment, la liberté, l'identité française, la nation, la démocratie, l'écologie, le je sais pas quoi, toutes ces grandes notions qu'on utilise, où on a l'idée pure de l'écologie, comme si ça voulait dire quelque chose, ou l'idée pure de l'intellectuel, ou l'idée pure de je ne sais quoi. Attention, quand on utilise des idées pures, on ne parle pas d'intellectuel, on ne parle pas non plus du concept d'intellectuel qui pourrait englober tous les types d'intellectuels qui existent. On utilise l'idée pure et souvent autologisée de l'intellectuel, et souvent voilà, on utilise tous les jugements qu'on a sur l'être, plus une idée pure qu'on relie avec toutes les autres idées, parce qu'on n'a pas très bien compris que quand on relie dans son esprit des idées pures, tout fonctionne, puisque forcément toutes les idées pures qu'on relie entre elles sont pures, mais face au réel, ça ne fonctionne pas. Donc faire très attention quand on réfléchit avec ces idées, et quand on utilise des idées pures. Je vais pas me répéter une 5e fois, vous avez compris là où je veux en venir. Et surtout, évitez de vivre votre vie en fonction d'idées pures, parce que on ne peut pas mathématiser sa vie. On ne peut pas lier tous les aspects de son existence par rapport au environnement qui nous entoure en fonction d'idées pures ou de pureté. On n'est pas une pureté liée à d'autres puretés. Ça n'existe pas. On est dans un monde réel face à des réalités liées à d'autres réalités. Voilà. J'en ai fini pour l'instant avec cette vidéo. Euh, Bientôt, on va voir un peu comment on peut travailler avec les idées. Ça sera après ma 3e et dernière vidéo sur les idées. Est-ce que j'avais rajouté d'autres choses intéressantes? Il y a par contre un petit coup de chapeau pour Monsieur Platon, qui avait des idées assez intéressantes sur les idées, justement, parce que dans son esprit, avant de naître, nous connaissions ou nous avions accès à toutes les idées. Nous étions dans le monde des idées. Quand nous naissons, nous oublions toutes nos idées, et au fur et à mesure où on contemple le réel, le philosophe qui contemple le réel va finir par se souvenir de ces idées qu'il avait connues avant sa naissance. Et quand il meurt, le philosophe, eh bien, il rejoint le monde des idées dans lequel il était venu. C'est la vision de Platon. Alors, très critiquable bien sûr, mais moi ce qui m'intéresse chez Platon, c'est que il essaie d'étudier le rapport entre ce qui est éternel et changeant. Et ce que j'aime bien chez Platon, c'est que il a mis en lumière le fait qu'il y a certaines choses qui sont pas éternelles, mais qui reviennent sans cesse. Un peu comme les saisons reviennent. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'idées de base, comme j'ai pu dire les idées innées, mais on me reprochera, on me dira c'est des émotions et c'est pas des idées, mais c'est pas grave. Les émotions, pardon, les idées innées, il y a des choses qui reviennent, et le philosophe doit avant tout acquérir ces choses-là qui reviennent sans cesse. Une chose très simple, et je vais finir cette vidéo en vous laissant méditer là-dessus, il y a quelque chose qui revient sans cesse dans l'humanité, c'est l'idée de sérieux. Pas l'idée d'épistémologie parce qu'on n'en est pas là, mais l'idée de sérieux. Le fameux retour du sérieux, ou l'éternel retour du sérieux, l'éternel retour du réel. Et c'est vrai que face à certaines thématiques comme ça, moi je suis assez fasciné de savoir qu'il y a un certain nombre de choses de base qui, sans que je sache qu'elles existent, je peux savoir au moins une chose, c'est que ces choses-là vont revenir. Le fait que les jeunes ont souvent de mauvaises représentations de la vie, c'est des choses qui reviennent sans cesse.
Le fait que l'homme a peur de la mort, c'est quelque chose qui revient toujours. Le fait qu'on se repose souvent pas comment, qu'on se repose continuellement l'idée de sérieux, c'est quelque chose qui revient toujours. Et comment est-ce que je peux baser la philosophie s'il n'y a pas d'épistémologie dans la philosophie et si finalement c'est que mon point de vue? Eh bien, le point de départ, et c'est là où je vais commencer quand je vais commencer à parler de la philosophie de combat, c'est que dans la philosophie, je vais finir avec cette idée-là, tiens, on a ce qu'on appelle qui s'appelle des axiomes, c'est-à-dire euh, des vérités qu'on se propose qui sont absolument incontournables, sans lesquelles on ne peut pas construire toute sa philosophie. Eh bien, j'ai un certain nombre d'axiomes dans ma propre vision du monde. Imaginez que vous essayez d'escalader un rocher, si vous n'avez aucune prise, c'est impossible. Par contre, si vous avez quelques prises, et ça s'appelle des axiomes en philosophie, vous pouvez escalader la montagne de la sagesse grâce à ces axiomes que vous vous serez proposés. Et en fait, le point de départ, on va dire épistémologique, même si j'aime pas trop mélanger épistémologie et philosophie, mais on va dire le point de départ, et c'est là où Platon avait raison, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pas forcément éternelles, mais qui reviennent sans cesse. Et à partir de ces choses qui reviennent sans cesse, dont on est plus ou moins sûr que ça va nous arriver dans la vie, la première étant le fait de mourir, eh bien, toutes ces choses-là, on va pouvoir travailler dessus. Et le fait qu'il y ait des choses sans cesse qui reviennent, permet ou donne une base ou un fondement à la philosophie. Et moi, ce que je vais après continuer à vous proposer, et c'est pour ça que je parle de toutes les choses dont je parle en ce moment, c'est que ces choses revenant, je sais que je peux commencer à en parler, je sais que je vais vous parler des idées, d'ontologie, d'épistémologie, puis après on va parler de dialectique et de rhétorique. Je peux vous parler de tout ça parce que ça revient sans cesse. Le fait qu'il est important de maîtriser la langue qu'on pratique, ça revient sans cesse, etc., etc. Donc, j'aime pas, j'aime très peu de choses qu'a fait Platon, mais je trouve que c'est très dépassé. Mais il y a quelques coups de chapeau, notamment le fait que la séparation du corps et de l'âme quand on meurt, mais ça j'en reviendrai très en détail quand je parlerai de l'âme. Je pense aussi que c'est le deuxième coup de chapeau que je pourrais tirer à Platon. Mais en attendant, on est au niveau des idées et on va continuer sur les idées. Et la prochaine vidéo, ça sera sur comment travailler avec ces idées. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que j'ai pas été trop long. Et puis je vous souhaite un bon week-end là, parce qu'on est vendredi. Et puis à bientôt. Au revoir.